J'ai le grand plaisir de vous dire bienvenue dans l'atelier que moi je trouve que c'est le plus important de tout le show. Les 4 salles, les 6 théâtres. Et la présentation qui suit, l'étude de cas qu'on va avoir là, pour moi c'est le meilleur titre. Vous savez qu'est-ce que c'est? Optimiser les budgets de formation. C'est ça, hein? Dans lequel vous n'avez pas lu l'agenda, c'est ça. Hein? Optimiser les budgets de formation. Donc, j'ai avec moi Pierre Monclos, qui est un DRH, avec sa copine Oriane Orlovski, qui est responsable du training center chez Alstef, qui font de la intralogistique et l'aéroportuaire. Et Oriane habite à Paris jusqu'à 18 mois. Et elle fait partie de la diaspora des Parisiens qui part à la campagne. Et maintenant, elle habite dans un petit hameau à Rennes et est très heureuse. Voilà. Donc ça, c'est l'introduction de mes 2 intervenants hors pair. Mais je voudrais aussi vous impliquer. Et je vais vous poser une question. Sur le sujet, optimiser les budgets de formation, avant qu'eux, ils commencent à parler, il serait bien que vous me dites quels sont les aspects de cette thématique qui vous intéressent le plus. Est-ce que vous avez des questions brûlantes? J'ai un micro ici. Hein? Donc, posez les questions avant la présentation. Je trouve que c'est plus intelligent que poser les questions à la fin quand il nous reste 2 minutes. Si on pose la question au début, vous avez plus de chances d'avoir la réponse, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je viens vers vous maintenant avec un micro. Levez la main si vous avez une question brûlante pour Pierre et Oriane. Optimiser les budgets de formation. J'arrive. Yes, come on, pose une bonne question. Fais-les travailler un peu. Une question fondamentale. Comment calculer le ROI de la formation? Return of Invest. Ça, c'est Pascal qui pose la question. Vous êtes de quelle société, Pascal? Je suis indépendant. Indépendant. En tout cas, le ROI, je le traite aussi demain. C'est mon dada. Ouais, OK. Comment mesurer le ROI de l'investissement en formation? Oui, parce que ça doit plus peut être un acte de foi. Hein? Ce n'est pas toujours Dieu qui va intervenir. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Je vais passer la main maintenant à Pierre. Je pense qu'il va ouvrir et introduire son client. Oriane, OK? Les micros sont live, OK? OK, c'est parti. Merci beaucoup, Sally. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session de conférence sur l'optimisation du budget formation. On va essayer de prendre en partie la question sur le ROI qui est un sujet. Tout d'abord, on va très rapidement se présenter. Oriane, je te laisse te présenter. Je vois que Sally a déjà dévoilé la moitié de ma vie intime, donc j'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que je vous incite à faire le pas de quitter la région parisienne, de trouver une aussi belle entreprise que la mienne, et vraiment, ça changera votre vie. Moi, je m'appelle Pierre Monclos, je travaille chez Yono. Yono, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça fait 9 ans qu'on est les spécialistes de la formation à distance. Donc, notre métier, c'est de faire des formations en inter, en intra, sur les compétences transversales et métiers, 100% à distance. Généralement sur des formations d'une 12aine d'heures étalées sur 4 semaines, pour qu'il puisse y avoir une navette entre ce qu'on apprend, ce qu'on teste en situation de travail, ce qu'on apprend, ce qu'on échange avec ses pairs, puis avec le formateur. Et donc, notre unicité, c'est de toujours faire en sorte que pendant la formation, on teste ce qu'on apprend en situation de travail avant la fin de la formation et pas une fois que la formation est terminée. Et on le fait sur des formations certifiantes en français et en anglais. Et aujourd'hui, on va parler d'un des sujets qui devrait concerner pas mal d'entre vous, qui sont les budgets formation que beaucoup veulent optimiser. Alors optimiser, il va y avoir 3 écoles aujourd'hui. On va essayer de voir qui vous êtes dans la salle. Il y en a qui veulent réduire les budgets formation, parce que c'est une consigne qu'on leur a donnée. Il y en a qui ont le même budget de formation que l'an dernier, mais qui doivent faire plus de formation. Et il y en a, c'est open bar dans les budgets formation. Généralement, ceux-là sont assez rares. Juste pour avoir à peu près une idée, parmi vous, qui a un budget de formation qui est en baisse dans votre entreprise par rapport à 2022 ? Ok, il y a l'air d'avoir 10% des gens qui sont là. Qui a le même budget que l'an dernier ?
Ça fait 20%. Et donc les autres, vous avez plus de budget que l'an dernier, c'est ça? À main levée? Vous n'avez pas de budget formation? Bon alors, globalement, les budgets formation sont tendus. Et donc l'objet de cette conférence, c'est d'essayer de vous dire comment est-ce que vous optimisez, que vous deviez réduire vos budgets ou faire plus avec autant de budget. Et pour ça, avec Oriane, on vous propose 3 parties. La première, on va regarder qu'est-ce qui gagne à être internalisé en termes d'action de formation et comment on optimise ce qu'on internalise. La deuxième partie, c'est comment, quand on choisit ou qu'on est contraint d'externaliser la formation, on peut aussi optimiser les budgets ou les dépenses. Et puis à la fin, si on a un petit peu de temps, on verra les bonnes pratiques transverses, peu importe que ça soit interne ou externe. Et pour ça, on va échanger avec Oriane, avec qui on travaille. Moi, je vais essayer d'être le représentant de dizaines de directions formation que j'ai interviewées pour préparer cette conférence et le livre blanc qu'on vous remettra à la fin de la conférence. Et Oriane sera là pour détailler plus spécifiquement le cas du groupe Alstef. Si on commence par ce qui gagne à être internalisé, donc moi, je ne sais plus combien de personnes on a interviewé, mais c'est unanime dans les entreprises de plus de 500 salariés. La première action qui est faite, c'est d'internaliser des formations métiers sur le cœur de métier de l'entreprise. C'est un grand classique, mais il y a différentes manières de le faire. Comment est-ce que c'est fait? En général, on va internaliser quelques compétences qui sont stratégiques, même si elles pourraient exister dans un organisme de formation externe. On se dit non, c'est tellement stratégique pour nous qu'on veut garder la main dessus. Donc on va faire appel à des experts internes qui vont les transmettre. Ce sont nos métiers, du secteur d'activité, de la branche ou de l'entreprise. Et soit on prend des experts métiers, soit on va prendre des experts qui sont liés aux produits ou aux services qu'on vend. Par exemple, une maison d'édition juridique va aussi juger qu'elle a des compétences stratégiques sur la partie juridique et va aller prendre des experts qui sont à la base des auteurs ou conférenciers qui travaillent sur le produit de l'entreprise. Pour faire ça, évidemment, il faut que ce soit très adapté à la culture, au process et au rituel de l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est externalisé, parce que vous avez 2 options. Si vous l'externalisez, il va falloir adapter plein de choses, ça va prendre du temps et en général, ça va coûter de l'argent. Alors que si vous le faites faire par vos experts internes, par défaut, tout est adapté à votre culture et à vos process en place. Et ça nécessite, l'une des principales mesures, de former ces experts. Moi, j'ai trouvé très peu d'entreprises qui, lorsqu'elles internalisent ça, le font via des formateurs à plein temps. En général, on prend toujours des experts qui vont rester experts terrain et qui vont consacrer 10 à 20% de leur temps à former leurs pairs ou d'autres services qui en ont besoin. Ils sont incentivés via des primes. Oriane, tu nous donneras un exemple là-dessus. La majorité sont incentivés via des primes. Ce n'est pas juste de la valorisation de « tu peux former tes pairs ». Ça, visiblement, ça ne suffit pas, en tout cas dans les entreprises qu'on a interviewées. Donc il y a des systèmes de primes, rarement basés sur des indicateurs. C'est un système de valorisation des talents. Et il y a quelques entreprises, je vous l'ai mis ici, ça n'a pas l'air d'être très généralisé, mais moi je trouve que c'est intéressant, qui disent nous, c'est une des manières aussi de mobiliser les futurs retraités, parce qu'on oublie trop souvent que, ça a été démontré sociologiquement, plus on vieillit, plus on prend du plaisir à transmettre ce qu'on a déjà appris aux autres. Et donc, c'est une source d'épanouissement pour les personnes qui sont à quelques années de la retraite, de pouvoir transmettre aux autres. Et c'est des gens qui mettront beaucoup plus d'engagement dans ce type de formation que des experts qui sont très bons, mais qui sont plus concentrés sur leur terrain d'expertise que sur une passion de transmettre. Ça, ce sont les principaux éléments que j'ai vus dans les entreprises qui m'ont l'air d'être les principales tendances quand on internalise une formation pour optimiser le budget qu'on va mettre sur ces formations, sur des compétences stratégiques. Oriane, sur ces 3 piliers, je vais te passer la parole. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe dans le groupe Alstef et ce que vous faites ? Tout à fait, merci Pierre. Effectivement, l'idée c'est que je reprenne un peu les items dont Pierre vient de vous parler pour vous expliquer, nous, typiquement, ce qu'on a mis en place. Donc on est une entreprise de solutions automatisées pour l'aéroportuaire et l'intralogistique. Ça veut dire qu'on a besoin d'énormément de compétences techniques. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des métiers qui sont très fortement en tension aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre d'enjeux, notamment de marques employeurs, qui sont liés à ces métiers. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que du coup, on propose des formations internes délivrées par un pool de formateurs internes. Évidemment, on a les mêmes problématiques que tout le monde, on est un groupe international. Donc on a développé le e-learning qui n'existait pas jusqu'à il y a 1 an. Et aujourd'hui, on propose des formations en blended.
Même dans les secteurs techniques, le blended est adapté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'utilise comme un savoir académique en prérequis en fait, à la mise en pratique. Et on gagne du temps. On gagne du temps de formateur, on optimise des éventuels déplacements des personnes qui sont concernées. Donc là, c'est aussi une manière d'optimiser votre budget via des biais un petit peu détournés, mais qui sont liés aussi à l'activité formation. C'est un gain de temps évidemment parce qu'aller expliquer un savoir-faire technique à une personne qui est complètement extérieure à l'entreprise, on va perdre énormément de temps, ça va avoir un coût parce que bien souvent les concepteurs pédagogiques vont vous facturer à l'heure ou à l'investissement en termes de temps. Donc là aussi, vous allez gagner à internaliser ces ressources en interne et ces savoir-faire. Vous allez aussi valoriser les gens qui vont vous aider, puisqu'à un moment donné, vous allez leur permettre de développer d'autres compétences. Moi, j'ai créé une formation sur l'ingénierie pédagogique. Donc c'est intéressant, ça permet aux gens de savoir créer des contenus de formation. Une fois qu'ils ont fait cette formation sur l'ingénierie pédagogique, ils ont droit à une formation sur l'animation de formation. Et donc c'est des gens comme ça qui ont une autre approche de la formation. J'imagine que dans vos entreprises, c'est pareil. La formation, malgré les belles avancées, n'est pas toujours valorisée à sa juste échelle. Et ça permet de donner un autre prisme. Et ça permet d'offrir à vos collaborateurs une respiration dans leur routine quotidienne. Et en plus, à vous, de conserver les compétences techniques, le savoir-faire. Donc tout le monde est win-win. C'est également, ça vous permet de la personnalisation. Vous faites un contenu qui est sur mesure. C'est le bon geste sur votre machine au bon instant. Donc ça, c'est pareil, gain de temps considérable et gain d'argent. Ce sont aussi des choses que vous pouvez adapter sur des formations telles que le management. Là, je parle beaucoup de technicité. Mais en fait, plus vous allez internaliser et customiser vos formations sur le management, plus vous allez favoriser l'engagement de vos collaborateurs, puisque vous allez leur parler de choses qu'ils vont expérimenter et vivre au quotidien. Vous désirez valoriser le petit brief du matin en mode stand-up, on fait, toute la boîte fait ce petit rituel-là. Et quand vous faites votre formation management, vous expliquez le bienfait du stand-up. Si vous êtes super avancé, vous préconisez un petit échauffement physique aussi pour lutter contre les TMS de vos équipes. Et vous pouvez mettre en place plein de trucs super comme ça pour démarrer une journée, une semaine. Sur les formateurs occasionnels, oui, c'est compliqué de motiver des gens et de leur faire sortir la tête de leur quotidien où ils vont vous dire « non, j'ai trop de boulot, j'ai pas de temps et tout ». Donc il faut les motiver. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai pas de philosophie là-dessus, la motivation, elle passe par diverses choses. Les choses qui fonctionnent bien, évidemment, c'est la prime. Mais il n'y a pas que ça. On peut imaginer d'autres types de rémunération, des jours de congé, des avantages spécifiques, une reconnaissance spécifique au sein de l'entreprise. Et du coup, toi, vous êtes sur les primes. Et comment vous versez ces primes ? Ouais, alors du coup, nous, on est sur la prime qu'on va mettre en place là. C'est tout nouveau, on vient de la décider, qu'on va mettre en place sur le deuxième semestre. En fait, ce qu'on propose, c'est une prime basée sur 75% sur tout ce qui va être préparation, c'est-à-dire préparation des supports, préparation logistique également. C'est à l'animateur, c'est au formateur de faire en sorte que la formation se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, on a 25% qui va être basé sur la satisfaction et du coup qui va être lié au questionnaire d'évaluation à chaud. Et ça, c'est intéressant parce que moi, ce que je vous disais, c'est dans les interviews, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à mettre des indicateurs parce qu'il y a tellement un enjeu à motiver ces experts à consacrer du temps à la formation pour transmettre les savoirs en interne, que si en plus ça dépend d'indicateurs dont on ne sait pas s'ils seront atteints et où, comment les mesurer précisément, plein d'entreprises qui se lançaient là-dedans. Dès que c'était compliqué, finalement, ils ont laissé tomber, elles sont parties sur des primes. Là, ce que tu décris me semble suffisamment simple et porteur de sens, que la formation se déroule dans de bonnes conditions et que majoritairement les gens soient satisfaits, ça me semble suffisamment simple pour être pérenne, d'autant plus que quand on se fait former par un collègue expert, globalement les gens vont être plutôt satisfaits ou afficher de la satisfaction. Par contre, ça veut donc dire qu'il faudra derrière que le service formation aille vraiment vérifier qu'au-delà de la satisfaction, la formation a été de qualité.
Exactement. De toute façon, je crois qu'il faut commencer. Il y a toujours un point de départ. Aujourd'hui, on commence avec cette typologie de primes, mais avec Calliope et effectivement les retours sur investissement, toutes ces problématiques-là. Dans 6 mois, dans 1 an, on fera peut-être évoluer cette prime et elle sera là peut-être liée à un questionnaire d'évaluation à froid, avec de l'évaluation de la compétence, avec l'interrogation du manager typiquement sur la compétence, sur le savoir-faire et le collaborateur. C'est un peu comme ça que j'imagine les choses, c'est la première pierre, mais derrière, il y a tout un tas de choses à envisager pour effectivement avoir des indicateurs qui correspondent à une réalité et qui surtout permettre de vraiment mesurer l'efficacité de la formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande et c'est notre job. Ce qui n'est pas forcément le ROI, on va y revenir. Et cette communauté de formateurs, pour les engager au-delà des primes et autres, est-ce que tu as d'autres pratiques à partager ? Alors, je commence à mettre en place. Déjà, nous, moi, je suis responsable d'un training center, donc c'est un centre de formation interne. Donc, ces gens-là, ils sont associés à ma stratégie. Donc, en démarrage d'année, ils ont la vision de la stratégie du training center, qui est évidemment liée à la stratégie de l'entreprise. Ils sont actifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des experts techniques, donc ils connaissent aussi bien les sujets. Donc s'ils savent qu'il y a un sujet qui va être prépondérant dans l'année, ils peuvent amener leur pierre à l'édifice. Et après, on fait des réunions d'animation où on fait des bilans sur les formations. On est dans la logique de Calliope, dans une logique d'amélioration continue. Ok, merci Oriane. Tu as d'autres détails sur cet exemple ou on a fait le tour ? Non, c'est bon, merci. Alors ça, c'est le premier exemple le plus répandu dans la première partie qui est qu'est-ce qui gagne à être internalisé et comment l'optimiser. Pour celles et ceux qui veulent creuser ce sujet, dans le livre blanc qu'on a fait, dont je vous reparlerai à la fin, on a aussi pas mal d'autres entreprises qui ont accepté d'écrire en détail qu'est-ce qu'elles font, sur quel métier, de quelle manière, les logiques de primes ou autres. Mais il n'y a pas que ça. Quand on veut internaliser les choses, je vais vous présenter assez rapidement les 6 autres principales pratiques qui ont l'air les plus répandues dans les entreprises en France. Si j'y arrive, voilà. Il y a une question qui est souvent posée, toi tu l'as posée sur le management, là on parle des compétences techniques, qu'en est-il des compétences transverses ? Tout ce qui touche au management ou au développement personnel, qui à la base ne dépend pas de l'entreprise. Les fondamentaux du management, ils s'appliquent de la même manière dans toutes les entreprises. Là j'ai l'impression que, à part sur quelques sujets stratégiques comme le management ou des sujets très précis comme la communication, la prise de parole en public, les entreprises l'internalisent assez rarement, indépendamment du fait que ça peut leur permettre d'optimiser ou non le budget, parce que pour aller trouver des experts internes et pour que ça crée suffisamment de valeur de le gérer en interne, c'est rare qu'on atteigne des seuils suffisants. Donc c'est plutôt délaissé dans l'internalisation et c'est plutôt soumis à l'externalisation. Deuxième pratique, c'est la formation aux outils digitaux. C'est ce que j'ai découvert moi en faisant ces interviews. Donc là, c'est quasi unanime et dans les conférences, à chaque fois, tout le monde me dit c'est pareil. Vu le nombre d'outils digitaux qui sont mis en place aujourd'hui dans les entreprises, il y a un poste dépense formation qui n'est pas maîtrisé, qui est la formation à ces outils. Et le retour que j'ai de beaucoup d'entre vous, c'est que en fait, les éditeurs d'outils font payer extrêmement cher la formation à leurs outils. Et pour pallier à ça, que font les entreprises ? Elles disent nous, on fait former 10 personnes qui vont être des ambassadeurs chez nous, qui sont déjà très familiers avec les outils, et après on fait notre formation maison pour ne pas dépendre de la formation de l'éditeur logiciel. Mais ça nécessite de bien échanger avec la DSI, parce que parfois la direction formation n'a pas son mot à dire. Quand l'outil est acheté, la partie prestation de formation, elle est achetée avec, et ça se retrouve dans le budget formation. Troisième pratique dans les autres pratiques sur l'internalisation, c'est celle qui consiste à créer son organisme de formation ou son université d'entreprise. Donc là, on pourra en faire une conférence à part entière. C'est généralement fait dans les très grandes entreprises, notamment pour les compétences métiers ou pour les écoles du management. Et quand je pose des questions, parce que tout le monde ne mesure pas très précisément les impacts, j'ai essayé de demander, mais si vous le faites en interne, qu'est-ce que vous y gagnez financièrement ? Et globalement, mais je vous mets un point d'interrogation parce que c'est dur d'avoir un chiffre objectif en France, les entreprises, elles estiment qu'elles gagnent 30%, elles font 30% d'économie par rapport au fait de faire la même chose si elles avaient externalisé sans avoir leur propre OF ou leur propre université d'entreprise. Dedans, elles intègrent bien évidemment les financements publics auxquels elles vont pouvoir prétendre en ayant leur organisme, s'il est sur Calliope, ou leur université d'entreprise.
Sur les financements publics toujours, il y a l'intérêt de certifier les parcours. Alors il ne sert pas que à faire des économies. Certifier les parcours, c'est pour valoriser les parcours métiers en remettant une certification qui est reconnue par l'État. Mais ça permet aussi plus facilement de mobiliser les financements publics et parfois le compte personnel de formation. Je dis parfois parce que dès lors qu'on est sur des parcours métiers qui sont des parcours longs, c'est pas avec le solde qu'il y a sur le compte personnel de formation que les personnes vont payer l'entièreté de la formation. Mais il va y avoir des logiques de co-construction et certaines entreprises m'ont dit nous, c'est une des manières d'optimiser. On va demander à la personne de mobiliser une partie de son CPF sur un parcours métier qui dure 12 mois et qui coûte 10, 15 000 euros. On va lui demander de mettre 1 000 ou 2 000 euros. Cinquième pratique dans cette partie, c'est de varier les modalités. Là, je le fais très vite, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais il y en a plein qui disent « Attention, la formation traditionnelle peut prendre du temps et coûter de l'argent, alors qu'on peut faire du co-développement », ce qui est le sujet en pointe, j'ai l'impression, depuis 2 ans, en tout cas qui monte le plus vite, mais aussi le classique mentorat, la formation entre pairs, etc. C'est aussi un levier d'optimisation, ce n'est pas juste pour développer sa culture d'organisation apprenante. Et enfin, le dernier point, je pense qu'il y aura des conférences aussi aujourd'hui là-dessus, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les équipes soient autonomes. Là, on n'est plus dans de la formation, mais plutôt dans de la diffusion de savoir, de créer des petits modules e-learning, alors via une plateforme, en filmant son geste, peu importe, mais de rendre les équipes autonomes pour qu'elles créent des modules de formation auxquels ont accès toutes les autres personnes de l'entreprise, plutôt que d'aller acheter des banques de contenu externes qui ne seront pas personnalisées par rapport au secteur et au métier. Est-ce qu'avant qu'on passe à la partie externalisation, Oriane, toi, tu as des remarques par rapport à ces 6 pratiques ? Attends, tu peux juste revenir sur le slide d'avant ? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la formation aux outils digitaux. Ne négligez pas les outils de base, le pack office ou ce genre de choses. Mettez-vous d'accord avec votre DSI. Est-ce qu'il faut mettre les fichiers sur OneDrive ? Est-ce qu'il faut les mettre sur des serveurs ou ce genre de choses ? Et souvent, les gens n'utilisent pas l'entièreté des possibilités sur le pack office. Du coup, vous perdez aussi en exploitation de ces outils et peut-être parfois en efficacité professionnelle. Donc nous, on est en train de travailler sur le développement aussi de comment j'utilise Teams, comment j'utilise Google, comment j'utilise OneDrive, en y incluant évidemment les bonnes pratiques dans une optique RSE, marque employeur. Droit à la déconnexion, blablabla. On va passer à la deuxième partie sur laquelle on va aller un poil plus vite pour avoir un petit peu de temps de questions-réponses, qui est sur comment est-ce qu'on optimise le budget à chaque fois qu'on doit externaliser des actions de formation. Donc là, moi, je vais vous parler à la fois en tant que prestataire de formation externe et je vais essayer de me faire le représentant aussi des responsables formation que j'ai pu interviewer. Dans les pratiques, on va commencer par l'évident. À chaque fois qu'il y a du volume, on peut obtenir de la dégressivité sur les prix. Ça marche pour de l'intra-entreprise. Donc ça, moi, c'est la première réponse que j'ai eue quasiment à chaque fois. À chaque fois que j'ai assez de personnes qui veulent se former sur le même sujet, je fais de l'intra. C'est logique, je ne vais pas le détailler. Je pense que vous l'avez toutes déjà fait ici. Sur l'inter-entreprise, là, les modèles, ils évoluent. Évidemment, c'est lorsqu'il y a du volume qu'on obtient de la dégressivité. Il y a 3 modèles d'achat dominants aujourd'hui quand on prend les offres de formation présentielle, distancielle ou blended. Le plus ancien, c'est l'accord cadre. Vous travaillez avec un prestataire. Si vous arrivez à vous engager sur du volume ou sur une durée, il va pouvoir réduire les prix. Alors là, mon conseil, vu ce que j'ai entendu là-dessus, c'est échanger avec vos pairs, parce que visiblement, les entreprises qui s'engagent sur les mêmes volumes avec un même organisme de formation ont des coûts du simple au double, des remises du simple au double, juste par rapport au commercial que vous avez eu ou à votre propre capacité de négociation. Donc là, échangez avec vos pairs sur les accords cadres pour vérifier que vous avez peut-être encore des remises à obtenir. Le deuxième modèle qui est arrivé avec la formation à distance, mais plutôt le micro-learning, c'est les modèles d'abonnement. Là aussi, plus vous avez de personnes, plus vous pourrez réduire le prix par utilisateur. Et le troisième modèle, qui est l'un des modèles sur lesquels on s'est positionné chez Youno, c'est le pack de licence pour avoir une logique différente, et justement parce qu'on nous a demandé d'avoir des outils qui permettent de gérer le budget qu'on dépense. Donc le pack de licence, c'est quoi ? C'est que plutôt que de vous demander quel est le volume que vous estimez former, et puis on va voir au fur et à mesure comment ça va se passer, on vous dit, vous préachetez un pack de licence pour avoir la remise dégressive dès le début, et vous achetez par exemple 500 ou 1000 licences chez Youno. Une licence, c'est quoi ? C'est une place sur une formation en inter-entreprise pour une personne. Et après, en fonction de votre plan de formation, des projets inter ou de l'adaptation en intra que vous pourrez faire, vous choisissez comment vous les découlez, et on échange avec Youno.
Et ces licences sont valables 12 mois. Le but, c'est de vous aider à maîtriser le budget et de mettre en face d'actions de formation les crédits ou les licences que vous avez achetées. Oriane, toi, tu travailles sur ce modèle. Oui, tout comment à fait. tu gères? Sans faire de flagornerie, effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, le système des licences, c'est un système qui est extrêmement flexible et qui permet vraiment d'adapter la réponse aux besoins des collaborateurs. On a effectivement des campagnes de recueil de besoins. Évidemment, il y a toujours la personne qui va émettre un besoin 1 mois après, 6 mois après. Il y a la personne qui a un besoin spécifique à un instant T dans son métier. Et le pack de licences, on a un coût fixe qu'on peut prévoir dans les budgets, donc pas de surprise avec les DAF. Mais en revanche, derrière, on a une flexibilité de la gestion. Sur les ordres de prix, parce que là vous vous dites mais c'est un prestataire, c'est quand qui va dire que Youno il est moins cher que les autres. En fait, le fait de faire de la formation à distance et de parler de dégressivité, nous, ça nous permet uniquement sur le coût pédagogique, je ne parle pas des coûts logistiques parce qu'il n'y en a pas dans la formation distancielle, de proposer des prix qui sont 2 à 3 fois moins chers en proposant une qualité qui est au moins équivalente. Et c'est ce qu'on démontre, je vous en parle juste après, puisque nous, notre engagement, il est sur le retour sur les attentes et pas sur le retour sur investissement. Parce que le retour sur investissement de la formation, on considère que c'est une arlésienne et que même le fait de vouloir démontrer exactement la valeur à 1 euro près de l'argent qu'a gagné l'entreprise à former ses équipes, déjà c'est très compliqué. Si tout ce temps-là, on le passe plutôt à optimiser la valeur que créent les formations, au final, on y gagne. On pourrait le faire, mais nous, on préfère, surtout sur les compétences humaines, montrer comment la personne a progressé, vous présenter des résultats que vous pouvez vous emparer pour les valoriser auprès de vos différentes directions, et pas juste un chiffre de « vous avez gagné tant d'argent parce que vous avez formé vos managers ». Ça, je l'entends encore des fois dans les conférences. Nous, de notre point de vue, c'est absurde. Un ROI trop précis, ce n'est pas la bonne question que vous pose la direction financière, c'est quelle est la valeur que ça a créée, mais globalement, pas de l'argent. Il y aura une table ronde sur ce sujet à 17h sur la valeur du capital humain pour ceux qui veulent explorer ce sujet-là. Dans les autres mesures sur les bonnes pratiques quand on externalise, et là je vais finir avec ça, je vais vous faire, c'est une petite liste rapide pour vous donner un aperçu de ce qu'on a décrypté dans le livre blanc. Impliquer le service achat, mais pas juste une fois, impliquer le service achat au moment où vous rédigez le cahier des charges, puis à la première phase de sélection, et les meilleurs le font aussi à la dernière phase de sélection. C'est-à-dire quand vous n'avez plus que 3 prestataires, en général le service achat, il a plus un rôle administratif. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent non, nous maintenant, on va demander un dernier niveau de négociation au service achat, ce qui nous permet d'obtenir encore 3 ou 4% ou 5% de baisse des prix des prestataires, tout en étant compatible avec notre discours de nous on veut optimiser le prix, mais on ne veut pas réduire la qualité de ce que vous allez nous proposer. Ce qui est un enjeu assez difficile à atteindre, sinon. Donc mobiliser les services achats. Le CPF qu'on construit, je vous en ai parlé. J'ai l'impression que c'est une pratique qui est utilisée par beaucoup d'entreprises, mais dans une moindre mesure. Ça reste marginal. On l'utilise pour 20, 30, 40 salariés sur des demandes très spécifiques. Donc ce n'est pas un vrai levier d'optimisation budgétaire, mais ça permet d'accepter des demandes qu'on n'aurait pas financées sinon avec le plan de formation. Et le digital, alors là je pense que je ne vous apprends rien. Le digital, c'est toujours la même chose en 2023. Si vous faites de l'inter-entreprise, généralement, le coût pédagogique, il est moins cher et vous n'avez pas les coûts logistiques du présentiel. Si vous faites de l'intra-entreprise, alors là, c'est très dur de vous donner une réponse parce qu'il y a plein d'intras possibles. J'ai l'impression qu'en moyenne, c'est l'équivalent parce qu'il y a quand même du temps d'adaptation, il y a des paramétrages de plateforme, il faut créer des nouvelles ressources personnalisées. Et si vous faites du sur-mesure, sauf si quelqu'un dans la salle a un exemple contraire, en général, le digital en sur-mesure, c'est beaucoup plus cher. Et donc même quand on a un gros volume de collaborateurs, il y a encore beaucoup d'entreprises qui passent par le présentiel pour le sur-mesure. Voilà, on n'aura pas le temps de traiter la troisième partie, mais ça fait un teasing pour le livre blanc que vous pourrez retrouver sur notre stand. Et puis il nous reste 5 minutes pour vos questions et réponses sur ce sujet-là. Je vais juste vous afficher voilà, le numéro du stand pour celles et ceux qui veulent. On a imprimé le livre blanc détaillé avec les témoignages de responsables formation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je voulais juste répondre moi, sur la question du ROI de tout à l'heure. En fait, vous avez plusieurs typologies d'échelle. C'est-à-dire que vous avez un ROI immédiat qui va être basé sur la satisfaction de votre formation en regard de vos formulaires d'évaluation à chaud. Ensuite, vous pouvez mettre en place vos formulaires d'évaluation à froid avec une grille de cotation qui vous permettra d'obtenir une note. Un retour du manager, pareil, avec une échelle pour pouvoir quantifier est-ce que la compétence a été acquise, est-ce que vous avez pu observer des choses différenciantes dans la pratique quotidienne.
Déjà, si vous venez avec ces éléments, c'est intéressant. Après, le ROI de la formation, il faut l'intégrer à des ROI un peu plus globaux. La RSE, la QVT. Donc, quand on vous posera la question la prochaine fois, dites je détaillerai mon retour pour le bilan RSE. Voilà, parce que la formation devient un enjeu majeur de toutes les entreprises et de la marque employeur notamment. Il y avait des questions par ici. Ma question, c'est, nous sommes un organisme de formation. Il y a beaucoup de personnes qui sont très contentes de revenir sur le présentiel, mais il y a d'autres qui sont vraiment réticents à laisser tomber tout ce qui était beaucoup moins cher éventuellement sur digital. Par les retours dans votre sondage que vous avez fait, est-ce que vous avez pu tirer des conclusions à cet égard? Alors, en partie, mais pour répondre à la question, il faut bien distinguer quand la formation est digitalisée, il y a deux choses. Il y a la diffusion de connaissances, on a des micro-modules qui nous permettent d'acquérir des savoirs, et, ce que nous on propose chez Yono, des parcours de formation certifiants qui sont proposés 100% à distance. Sur la micro-formation, j'ai l'impression que depuis le Covid et la digitalisation, on continue d'avoir une courbe croissante d'entreprises qui misent sur le digital pour les micro-contenus. Ça, la tendance continue. Sur les parcours de formation, il y a eu un phénomène de balancier. Quand le Covid est arrivé, on a digitalisé, il y a eu quasiment 80% des actions de formation qui étaient 100% à distance. Et le retour de balancier, il a mis un peu de temps, puisqu'on apprenait au fur et à mesure les confinements. Donc finalement, on ne pouvait pas revenir au présentiel alors qu'on y pensait. Et en 2022, il y a eu ce retour de balancier en faveur du présentiel. Et parce que les personnes avaient envie de se retrouver, et parce qu'elles avaient envie de regoûter au présentiel, et parce que les digitalisations assez rapides des actions de formation n'étaient pas toujours de bonne qualité. En fin 2022 et 2023, les retours que j'ai, moi, des services formation et notre conviction chez Yono, c'est qu'on va atteindre cet équilibre qu'on estimait déjà il y a 1 an dans les sondages, quand on avait fait les sondages, où il y aura un tiers de formation 100% distanciel dans les plans de formation, un tiers 100% présentiel et un tiers de blended, où dans une même action de formation, il y a et du distanciel et du présentiel. Je l'avais annoncé il y a 1 an qu'on aurait ce tiers. En fait, il n'est pas arrivé en 2022 parce qu'il y a eu beaucoup plus de présentiel que prévu et on pense que c'est cette année qu'on va l'atteindre. Je ne sais pas comment ça se passe, l'équilibre digital-présentiel, Oriane. Nous, on raisonne plutôt en fonction de la compétence à acquérir. Donc, est-ce que cette compétence est une compétence technique sur laquelle il faut expérimenter la chose ? Ou est-ce que ça peut être quelque chose d'académique sur lequel on va envisager de tester la connaissance directement après avoir fait un module learning et d'essayer 2-3 mois après de remettre un petit coup de flash sur cette connaissance académique, je dirais, pour vérifier qu'elle a été bien faite. Mais dans un monde idéal, de toute façon, il faut avoir une espèce de recyclage. C'est ce qu'on a, nous, sur les formations techniques. Mais je suis assez convaincue qu'en fait, le recyclage, il devrait être étendu à un maximum de typologies de formation. Alors, on me fait signe qu'on arrive au bout du timing, donc pour respecter le planning et la prochaine conférence. Merci beaucoup, Oriane. Merci, Pierre. Merci pour votre attention. Et rendez-vous sur notre stand pour celles et ceux qui veulent le livre blanc sur ce sujet ou pour les questions. Merci.